Salut Catherine, salut Pablo. Salut, salut. Salut. Dimanche de Pâques, mais on débriefe quand même. Eh oui, on Trop va pas chercher les œufs. Trop d'actualités, Voilà. trop d'enjeux dans cette dernière ligne Quel droite. acharnement. On va parler de cette dernière ligne droite. On a J-7 du deuxième tour. On reviendra sur les grands enjeux et sur cette première partie de campagne d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Mais d'abord, on va se parler de ce qui se passe à gauche depuis la fin du premier tour et depuis le début aussi des échanges de courriers entre les uns et les autres. On a déjà fait un débrief un peu express sur le sujet, sur les accords où on s'interrogeait est-ce que c'était une vraie ou fausse main tendue de Jean-Luc Mélenchon à l'égard de ses autres partenaires. On a lu vos commentaires pour ceux qui nous regardent. On a évidemment tenu compte de toutes vos questions, critiques. Et donc, on voulait vous dire, notamment, j'avais envie de vous dire, parce que c'est moi qui ai fait l'introduction de manière assez rapide la dernière fois, et que, évidemment, on avait bien tenu compte que le courrier de l'Union populaire à l'adresse du NPA, des écologistes et des communistes n'était pas le même. On avait bien noté ça, et qu'évidemment, il n'est pas écrit de la même manière à l'égard du NPA, qui n'a pas eu de mots plus durs que les autres sur Jean-Luc Mélenchon. Enfin bref, on a noté tout ça. Donc bon, de toute façon, ces histoires d'accords, c'est un peu ça on va commencer là-dessus pour ce début de débrief. C'est que les accords, on voit que ça évolue. Au début, on sent qu'effectivement, la main tendue est très importante. On a vu les retours. Ouais, Catherine, tu n'as pas l'air d'être d'accord avec ce sentiment. Non, pas très important, c'est ce que. Oui, bah, vous allez le dire. Moi, c'est mon ça sentiment. se discute, quoi. Voilà, Donc, ça se discute. et une main tendue, c'est pas non plus. J'ai le sentiment quand même. La folie à Oui, London. j'ai le sentiment, moi, en tout cas en ce qui me concerne, que le soir du premier tour, j'ai eu l'impression que ce qui est arrivé en 2017, ils en avaient tenu compte. Bon, il y a eu des allers-retours qui font qu'effectivement, on voit que entre dimanche dernier et ce dimanche-là, par exemple, où on a lu tous les trois l'interview de Mathilde Panot dans le JDD, par exemple, effectivement, ne donne pas une grande impression d'avoir envie d'aboutir. Entre-temps, Julien Bayou s'est exprimé, lui aussi, il n'a pas non plus donné des gages d'envie d'aboutir. Les communistes aussi, visiblement, veulent rentrer dans le jeu et le disent de manière assez claire. Ils ont répondu par courrier à Jean-Luc Mélenchon et à l'Union populaire en disant qu'ils se réjouissaient de ce courrier et qu'ils espéraient une rencontre très prochaine. Allez, assez rapidement, parce qu'après, on va évidemment parler de la consultation de l'Action populaire aussi pour le second tour prochain. Mais quand même, sur ces histoires de législatives, bon, ça sent le roussi ou pas, franchement? Moi, j'ai l'impression qu'on s'oriente pour une configuration un peu comme en 2017, c'est-à-dire une alliance PC-LFI. C'est ce que je ressens comme ça, c'est-à-dire que Roussel dit oui tout de suite. D'ailleurs, il avait demandé dès dimanche quasiment à rencontrer la France insoumise pour discuter des législatives. C'était presque d'ailleurs dans leur projet d'origine. Ils ont toujours parlé des législatives. Pour le Parti communiste, c'est tout à fait stratégique de conserver un groupe à l'Assemblée nationale, vu que leur stratégie, c'est l'affirmation de l'existence du Parti communiste et d'un projet autonome. Donc, l'existence d'un groupe, pour eux, c'est une question centrale. Moi, je crois qu'on ne devrait pas penser que c'est simplement des questions de soupe au logo, de je ne sais pas quoi, de sauver des appareils. C'est un peu plus que ça quand même. Pour les communistes, il y a la question de l'existence autonome, identifiée d'un projet communiste. Est-ce que ça peut être fongible à l'intérieur de l'Union populaire? Moi, je trouve ça pas une question tout à fait certaine, quoi. C'est-à-dire que les communistes cherchent à exister. Alors après, il y a tout le débat sur qu'est-ce qu'ils racontent. Ça, c'est une deuxième question. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que le communisme du 21e siècle? Je ne suis pas trop sûre que Roussel ait trouvé le bon créneau, quoi. Enfin, Ouais. la bonne La martingale. résolution. Ouais, mais c'est pas simplement une martingale électorale, c'est que ce qu'il a raconté, c'est quand même un peu de la merde, quoi. Mais bon, pas surtout, hein, franchement, pas On surtout. en parlera dans un autre débrief. Ouais, on fera un autre débrief spécial PC, d'accord. Bon, bref, en tout cas, je pense qu'ils vont trouver un accord, surtout que c'est vrai que l'avenir en commun, c'est quand même un programme qui a été réactualisé, mais sur une base qui leur était commune au PC et à LFI. Et d'ailleurs, Mathilde Panot remet elle dit c'est là sur la base de l'avenir en commun, mais après elle détaille. Donc on peut penser que les 5-6 mesures qu'elle énonce dans son interview au JDD, ça va être un peu le socle de l'accord. Et je pense que sur cette base-là, il ne devrait pas y avoir de difficulté à trouver un accord entre
Par contre, avec les Verts, je pense que c'est plus compliqué. Alors justement, ouais, les Verts, parce que ils ont chablé comme des dingues, quoi. Donc, Julien Bayou s'est dit ouvert à la discussion. Il espère, dit-il, que ça va pouvoir se faire. À minima, il propose un pacte de non-concurrence sur un socle commun de propositions sur le papier. Quand il dit ça, on a le sentiment quand même qu'ils ont plutôt envie qu'il y ait des discussions, que peut-être il y a un accord. Quand il dit un accord de non-concurrence, ça veut dire que là où les écologistes peuvent espérer faire des scores, ils demandent de ne pas avoir de candidat en face, c'est ça? Oui, mais moi je pense que la différence, Catherine vient de parler du parti communiste et vient de rappeler en fait l'importance de la composante communiste dans la gauche au sens large. La différence entre le parti communiste et Europe Écologie Les Verts, c'est que le parti communiste, en tout cas depuis genre ces dernières années, n'a jamais été dans une position de volonté d'hégémonie. Alors même qu'Europe Écologie Les Verts, bien c'est tout l'inverse. Europe Écologie Les Verts, ils ont construit la logique de l'écologie politique, et ils sont convaincus, vraiment je ne demande qu'à être contredit là-dessus, mais en tout cas ils sont convaincus que c'est l'écologie politique, l'avenir de la gauche et l'avenir finalement de la politique. Dès lors, c'est un peu compliqué en fait de composer en fait avec notamment la France Insoumise qui dit nous on a un programme, c'est l'avenir en commun, et l'avenir en commun, même s'il a une composante écologique ou éco-socialiste comme disait Jean-Luc Mélenchon de par le passé très forte, c'est pas la colonne vertébrale systématique en fait de tout le programme. Et donc eux, je pense que c'est pour ça qu'ils vont avoir du mal à considérer même la possibilité d'une alliance, puisqu'ils sont persuadés d'être le futur. Tu vois. Moi, mais même si peut-être qu'ils vont être oui. contraints par la réelle politique. Oui. J'ai tendance à penser que c'est deux volontés un peu hégémoniques qui s'affrontent. Exactement. C'est ce que j'allais vous dire. Mais pas au même poids. Sur la tentation hégémonique, quand vous lisez Mathilde Panot dire au premier tour nous étions troisième, au troisième tour nous serons premiers. Oui, ça, c'est pas de la tentation hégémonique. Moi, ça, pour le coup, je trouve que tout à fait légitime que la France Insoumise se fixe comme objectif politique de gagner l'élection législative. C'est un objectif mobilisateur. Je pense qu'en 2017, ils ont un souvenir assez cuisant de l'écart entre le résultat de Jean-Luc Mélenchon et les législatives. Et entre les deux, il y avait le sentiment qui avait été largement dominant. Moi, je me souviens très très bien de ce moment-là où les gens pensaient que c'était perdu, c'est-à-dire qu'on avait perdu. Tandis que là, ce qu'ils essayent de dire, c'est non, on a perdu la présidentielle, mais on peut gagner la législative, et c'est la condition pour remobiliser un électorat qui n'est pas traditionnellement mobilisé à toutes les élections, comme on l'a vu. Et là, ils ont été forts dans la jeunesse, forts dans les quartiers populaires, c'est-à-dire un électorat qu'il faut rechercher, et on ne les embarque que si on leur dit votez parce qu'on peut gagner quelque chose de tangible. Je suis d'accord avec toi, Catherine, mais quand je cite la phrase au premier tour, nous étions troisième, au troisième, nous serions premiers, si tu agrèges cette phrase avec l'idée que on se dit que possiblement ils n'ont pas envie d'accord, c'est qu'ils pensent qu'ils sont en capacité tout seuls d'avoir une majorité. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est ça, c'est un doux rêve. La France Insoumise ne peut pas trouver une majorité dans le pays toute seule. Je pense que ils sont dominants à gauche, et très largement, parce qu'ils ont fait une proposition qui a convaincu qu'ils étaient ceux qui étaient les mieux placés. En fait, mais ce qu'il faut qu'ils retiennent, c'est que cette volonté qu'il y ait une alliance des forces de gauche, elle s'est exprimée pendant toute la campagne. Ils ont convaincu qu'ils étaient les meilleurs pour être cette union de la gauche, ce rassemblement des forces de gauche, mais ils ne le sont pas tout seuls. C'est-à-dire qu'ils le sont avec des tas d'autres gens qui n'ont pas tous voté. Pareil, je lis comme toi les critiques et les commentaires. Beaucoup nous disent « Ah, mais pas du tout, quand vous parlez du vote utile, c'est pour dévaloriser le vote France Insoumise. » Mais pas du tout. Moi, je considère qu'ils ont réussi à prouver qu'ils étaient la force la plus utile. Mais ça ne fait pas d'eux la force qui agrège sur tous les sujets politiques, et ils ont besoin des autres partenaires de gauche. Ne gagne pas, la gauche ne peut, d'abord la gauche est minoritaire, mais dans les trois blocs, c'est trois blocs 1, 2, 3 à peu près pareil, mais Jean-Luc Mélenchon ne peut pas gagner tout seul, c'est évident. Alors, il y a au moins une chose de claire dans l'interview de Mathilde Panot, mais je pense que peu de gens doutaient
de l'idée d'un rapprochement, d'un accord possible avec le Parti socialiste. Mais alors là, on ne peut pas faire plus clair que le propos de Mathilde Panot. Je la cite, le PS a été très clair, Anne Hidalgo ne voulait rien construire avec nous, nous avons pris acte de ses attaques et de son refus à tirer un bilan lucide du quinquennat de François Hollande. Dans les dernières semaines de campagne, Jean-Luc Mélenchon était devenu l'ennemi numéro 1. Pendant ce temps, elle ne disait rien sur Macron, rien sur Le Pen. Il n'y aura donc pas de discussion et ce refus est définitif. Bah moi, je pense pas que ce refus date de l'élection présidentielle et de l'attitude que je considère, comme Mathilde Panot, déplorable d'Anne Hidalgo, notamment pendant la dernière ligne droite de la campagne, avec toutes les attaques à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, qui était vraiment en dessous de la ceinture, alors que je pense qu'il y avait vraiment une autre proposition en matière de géopolitique internationale à faire de la part du Parti socialiste, enfin qui soit pas celle de Jean-Luc Mélenchon, mais j'ai toujours pas compris pourquoi elle l'avait autant attaqué à bras raccourcis. D'ailleurs, ça a pas payé dans les urnes. Donc, mais en revanche, le désamour entre, le désamour, c'est un euphémisme, hein, entre la France insoumise d'une part et le Parti socialiste de l'autre. En fait, c'est quelque chose qui a été acté quasiment théoriquement en fait à la France insoumise. C'est-à-dire que la situation aujourd'hui de la gauche, ou plutôt la possibilité pour une gauche de gauche d'émerger ne se fera que sur les cendres du Parti socialiste. Et tant que le Parti socialiste n'aura pas un genou à terre, voire aura complètement disparu de la partie, la France insoumise continuera en fait à avoir ce cordon de sécurité qui exclut le Parti socialiste. Et on le sait, hein, c'est principalement parce que à cause du quinquennat de François Hollande. Le quinquennat de François Hollande, contrairement à ce que disent certains socialistes, et notamment ceux qu'on a interrogés par exemple dans la Midinale, le quinquennat de François Hollande, il n'a toujours pas été digéré en fait par une partie de la gauche. Et on considère, je pense à raison, que le bilan tiré par le Parti socialiste des années Hollande n'a pas été fait. En témoigne par exemple la présence à de plusieurs reprises de François Hollande dans la campagne de Anne Hidalgo. Enfin, au bout d'un moment, si on acte que le quinquennat Hollande a fait beaucoup de mal à la gauche, qu'est-ce que vient faire François Hollande dans la campagne? Pourquoi est-ce qu'il vient monter il monte sur les planches. Et dernière chose, le problème, c'est qu'en plus, il est en train de se recomposer au Parti socialiste, parce que nous, on regarde ça depuis la gauche de la gauche, mais enfin, au Parti socialiste aussi, il se passe des choses. On sait que François Hollande et des gens autour de lui, des gens aussi très, on va dire, la droite du Parti socialiste sont en train de tenter en fait quelque chose, une reconstruction de la social-démocratie qui se fait, enfin, eux aussi, en fait, à l'exclusion du Parti socialiste. Alors, dernière chose, il faut aussi que la France insoumise quand même comprenne que sur le terrain, c'est-à-dire pas forcément à Paris, mais il y a des élus, il y a des militants socialistes que moi j'appelle des honnêtes socialistes, c'est-à-dire qu'ils ont encore cette colonne vertébrale de gauche. Moi, j'ai déjà discuté avec eux et franchement, leur discours et même leurs propositions diffèrent finalement assez peu de ce que propose la France insoumise. Et c'est peut-être avec eux qu'il va falloir reconstruire. Donc, quand on dit les socialistes, il faut faire attention en fait à qui on parle, hein, pas uniquement les cadres ou les membres du bureau national du Parti socialiste. Oui, c'est évident. Enfin, moi, je pense que c'est évident qu'on ne peut pas dire que la composante socialiste dans notre pays se réduise à 1,7 le score de Anne Hidalgo. C'était évident qu'il y a des gens qui se réfèrent à cette histoire, qui se réfèrent à cette approche social-démocrate, c'est-à-dire plus tempérée, plus accommodante, plus raisonnable, plus tout ça. Je pense qu'il y a certainement quelque chose qui a été acquis par Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne. Moi, la phrase que je retiens de tout, c'est quand il dit pour que ça change, il faut que tout change. C'est vraiment très très bien parce que c'est raisonnable comme façon d'exprimer les choses, mais le tout change. Il faut que tout change. Je pense que ça peut devenir un bien commun de la gauche. Maintenant, comment ça change? Il faut se rappeler que les années 70, il se constitue le Parti socialiste autour de François Mitterrand qui dit qui n'est pas anticapitaliste n'a pas sa place au Parti socialiste. Donc, il peut tout à fait y avoir un Parti socialiste qui se remette sur cette logique de il faut que tout change, mais après, il y a un débat et que tout le monde ne verra pas les choses exactement de la même manière. Peut-être que c'est heureux d'ailleurs qu'il y ait un peu de débat. Allez, on verra, on suivra évidemment au cours des semaines prochaines ce que vont faire, ce que vont dire les uns et les autres et comment ces accords possibles vont évoluer aux législatives. Un mot sur, un peu plus peut-être qu'un mot d'ailleurs, sur cette consultation qui avait lieu jusqu'à hier 20h de l'Union populaire. C'était sur le site de l'Action populaire. Les 310 000 personnes qui avaient marrainé la candidature de Jean-Luc Mélenchon avaient le choix entre
3 votes, un vote blanc, un vote Macron, un vote d'abstention. Les résultats sont assez semblables à ceux de 2017. Le vote blanc recueille 37,65% contre 36% en 2017. Le vote Macron, 33,4% contre 35% en 2017. Et l'abstention, 28,96% contre 29% en 2017. Il y avait 215 292 votants sur les 310 000. Ça fait quand même Tu te souviens combien il y en avait en 2017? Je ne sais pas, non, je n'ai pas retrouvé le chiffre, mais ça fait quand même un gros bloc de près de 70% de personnes, dans ces 310 000 personnes, qui ne souhaitent pas voter Macron, en tout cas qui font un bloc blanc ou abstention. Comme en 2017. Franchement, ce qui est frappant, c'est que c'est comme en 2017. Ce qui est étonnant, c'est qu'en 2017, c'était encore une fois, on l'a déjà dit ici, c'était un vote, je dirais, de positionnement théorique, parce que personne ne pensait que Marine Le Pen pouvait gagner. Donc, c'était simplement, est-ce qu'on décide de réaffirmer par le vote Macron qu'il y a une inégalité entre la proposition d'Emmanuel Macron que l'on conteste, mais qui reste dans le cadre de la démocratie et de la République, et le vote de Marine Le Pen qui s'en écarte et qui la met en danger. Moi, je trouve ça étonnant que ça ne bouge pas entre les deux, parce que là, cette fois-ci, c'est plus un débat abstrait et théorique, c'est un débat assez concret. Mais ceci étant, la faible présence dans les manifestations d'hier, ouais, il y avait des jeunes dans les manifs hier, mais il n'y avait que des jeunes. Il n'y avait grandement pas. Je veux dire, tu as fait un tour? Ouais, j'y étais hier à Paris. C'était c'était quand même beaucoup des jeunes. C'était un peu comme d'ailleurs on l'a vu dans les facs, c'est-à-dire qu'il reste un espèce de haut le cœur sur Marine Le Pen qui s'exprime, mais tu as le reste des adultes, je dirais, qui ont une espèce de recul, pourtant qui ont aussi un recul sur l'histoire de Marine Le Pen, etc. Peut-être que c'est lié à son second tour. Enfin, en tout cas, ça ne provoque pas une sortie en masse dans les rues, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et ça ne fait pas bouger le rapport de force. Là, à l'intérieur des soutiens de Jean-Luc Mélenchon, quoi. Moi, je trouve ça, ça prouve que Macron, on va s'en parler maintenant, il faut qu'il se bouge. Sur ce résultat, par ailleurs, de la consultation, c'est vrai que le fait, c'était un peu comme en 2017, mais par exemple, ce que j'ai beaucoup entendu, et tu as raison Catherine, c'était beaucoup des jeunes hier, j'ai beaucoup entendu chanter, crier joyeusement des slogans contre Macron. C'est-à-dire que cette manifestation qui était censée être une manifestation contre l'extrême droite, évidemment, les gens n'étaient pas là pour rien, mais c'était beaucoup de slogans contre Macron. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, mais c'est peut-être assez significatif le fait que, bon, alors c'est pas Mathilde Panot qui choisit son titre dans le JDD, mais le titre du JDD, pour ceux qui n'ont pas lu cette interview, c'est « Nous n'appellerons pas à voter Macron ». Nous n'appellerons pas à voter pour Macron. C'est pas, il faut tout faire, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, pas une voix à Marine Le Pen. Il faut tout faire pour faire battre l'extrême droite. Mais justement, ces 70% dans un moment où l'extrême droite pèse énormément, où elle est possiblement aux portes du pouvoir, c'est inquiétant quand même, non? Alors moi on n'a rien à foutre de ce que je viens de dire. Si. Mais parce qu'en fait, c'est précisément aux portes du pouvoir en fait que je conteste. Enfin, ou plutôt, moi là, depuis une semaine, je sonde énormément de gens autour de moi et je note les raisons pour lesquelles les gens souhaitent s'abstenir ou voter nul dimanche prochain au deuxième tour. Et en fait, je vois que alors moi, c'est vraiment pour le coup des gens qui ressemblent assez, à mon avis, qui ont participé à la consultation de l'Union populaire. Les réponses à chaque fois, c'est « mais de toute façon, elle ne sera pas élue ». C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est-à-dire que nous, on parle de cette possibilité que Marine Le Pen soit élue parce qu'on suit les sondages, etc. Mais pour beaucoup de gens, c'est encore quelque chose qui est absolument impossible. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que vous avez dit hier dans la manifestation contre l'extrême droite, il y avait beaucoup de jeunes et il n'y avait pas beaucoup de vieux. Et je pense que c'est précisément le rapport en fait à l'expérience en fait de la politique. Des gens en fait quand tu as 60 balais, quand tu as 70 balais, tu en as vu plusieurs des élections présidentielles et
en fait, pour toi, je pense que c'est quelque chose d'absolument impossible que l'extrême droite, pour ces gens qui sont plus âgés, et il y a encore l'image de Jean-Marie Le Pen, c'est impossible en fait qu'elle accède au pouvoir. En revanche, pour les plus jeunes qui ont grandi en fait avec des voisins ou des partenaires comme Donald Trump aux États-Unis, Bolsonaro, Boris Johnson, Viktor Orban, en fait, la possibilité de Marine Le Pen est quelque chose de beaucoup plus concret. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a un différentiel, à mon avis, entre le rapport affectif en fait et raisonné que les vieux, que les plus vieux, en tout cas, ont avec ce deuxième tour que les jeunes. La deuxième chose, c'est qu'il y a le problème des affects, en fait. Et pour beaucoup, il y a cette impossibilité catégorique que d'aller voter au second tour pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y en a même qui vont considérer le danger Le Pen, la possibilité de Marine Le Pen. Mais l'idée même, en fait, d'aller voter Emmanuel Macron est quelque chose qui est très, très fort, qui est très, très ancré, mais qui est de l'ordre de l'irraisonné. Et je mettrai ça en parallèle, en fait, avec précisément l'image, en fait, qu'a Emmanuel Macron aujourd'hui dans le pays, qui est ce mépris, en fait, pour les classes populaires, pour les travailleurs et les travailleuses, pour énormément de catégories de la population et globalement pour les électeurs et les électrices. Hein. On l'a vu encore dans ce début d'entre-deux tours, de campagne d'entre-deux tours, la façon où parfois il s'adresse aux Français, en fait, crée un rapport affectif très fort. Lui, il pense qu'il ne fait que répondre des raisonnements, de dire, écoutez, moi, je vais vous proposer ça, puis il va se passer ça pendant quelques années, puis à la fin, on va résoudre ce problème parce qu'on aura fait ça. Bon, bref, il pense qu'il répond à un bon gestionnaire, mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que lorsqu'il parle, en fait, il crée des affects, en fait, chez les gens. Des affects qui sont très, 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 très forts et qui, aujourd'hui, les gens n'écoutent même plus ce qu'ils disent. En fait, moi, je vois, par exemple, sur les réseaux sociaux, donc prisme particulier, hein, mais sur les réseaux sociaux, on voit énormément tourner des vidéos d'Emmanuel Macron, non pas en train de raisonner, ou plutôt aussi, il raisonne, mais ce qu'on y voit, c'est d'abord genre un affect, en fait, c'est-à-dire Emmanuel Macron méprisant, qui du coup fait résonner chez nous un autre affect. Et donc, je pense que le résultat le dimanche prochain, et dans la consultation aussi de l'Union populaire, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne raisonnent pas, mais qui, là, c'est quelque chose on a construit en fait cette haine anti-Macron pendant 5 ans, et c'est très compliqué de revenir dessus en l'espace de 2 semaines. Alors, précisément, Macron-Le Pen, c'est le second tour la semaine prochaine, dernière ligne droite, le grand débat. Vous avez suivi un peu, j'imagine, les déclarations de Marine Le Pen, d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, hier, espérant parler à la gauche et aux écologistes en expliquant que la première grande action, c'est qu'il voulait nommer un Premier ministre en charge de la planification écologique. Tiens, petite musique, ça vous rappelle quelque chose sans doute. Début du quinquennat d'Emmanuel Macron, il nomme un numéro 2 du gouvernement en charge de l'écologie qui s'appelait Nicolas Hulot. Il rame un peu, Macron, non? Vous trouvez pas? D'abord, ces meetings sont très peu fournis et je trouve que les ambiances sont pas là. Il n'y a pas de présence militante puissante qui le porte. Je sais pas, je trouve qu'il rame vraiment. J'ai l'impression qu'il. Alors, ça a été beaucoup dit, donc c'est pas de moi, mais c'est assez juste comme image. Mais il fait une campagne de premier tour. On a le sentiment qu'il a oublié qu'il était au second tour face à Marine Le Pen. Il fait une campagne de premier tour parce qu'il faut qu'il aille convaincre. C'est-à-dire que ce qu'il n'a pas fait la première fois, c'est-à-dire au premier tour, c'est de convaincre de sa proposition, il est obligé de la faire maintenant et il l'a fait en choisissant, mon avis, de façon assez intéressante, justement par rapport à ce problème des affects où il est ressenti comme étant loin des Français, quoi. Il le fait en allant dans des territoires qui ne lui sont pas spécialement acquis. C'est-à-dire qu'on voit bien, même son meeting d'hier à Marseille, il n'est pas en terrain conquis. Il est obligé d'aller à la castagne, d'aller au charbon. Le Havre, c'est quand même Mélenchon qui est en tête. Le Nord, c'est Marine Le Pen. L'Est, etc. Donc il est obligé d'aller. Il se rend compte qu'il est obligé de surmonter. Il part avec un gros score. Il le dit d'ailleurs dès le dimanche soir ou le lundi, je ne sais plus. En dehors de François Mitterrand, aucun président sortant n'a réussi aussi bien que moi au second tour, enfin au premier tour de son second mandat. Ouais.
et a progressé, et il progresse de 4%, mais il a conscience que, un, il n'a pas de réserve de voix, et deux, il a une détestation à son égard, et que son inquiétude, évidemment, c'est le référendum anti-Macron, parce que si Marine Le Pen réussissait ce tour de force à faire, d'ailleurs ce qu'elle dit, c'est ça son argument, hein, c'est faisons barrage à Macron. Donc, je suis la candidate, je suis le bulletin de vote qui peut vous faire barrage à Macron. Donc, il est quand même devant cette difficulté. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il a quand même, il ne sort pas d'arguments tangibles, convaincants. C'est-à-dire que, il a son bilan, c'est-à-dire comment croire à ce qu'il nous raconte vu qu'il a fait le contraire. Et ensuite, ce qu'il raconte, c'est toujours des choses évanescentes. On va discuter, on va négocier, on se reverra, on en parlera. Même sur on la va retraite. tout changer, on va faire la révolution, il faut tout changer de fond en comble, il faut changer les positions. Ouais, ben ça, comme le problème, c'est qu'il nous l'a déjà fait. Il nous l'a fait au moment du Covid. On va inventer un nouveau. Et puis après, rien du tout. Donc, un, il y a l'histoire dont on se souvient. Deux, il a le passif avec beaucoup de gens en France. Et trois, ce qu'il dit n'est pas précis. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, il dit je veux faire de la planification écologique. Bon, ben d'accord. Il y a quoi derrière, il a fait un commissariat au plan, donc la planification, c'est pas non plus en tant que tel la révolution. Hein, il veut faire quoi, il se donne quoi comme objectif, il propose quoi de la même manière sur la question sociale, sur l'école, et quand il dit je vais pas payer plus les profs qui ne se donnent pas de peine, bon bah écoute, si tu avais déjà pas compris que tu avais un léger contentieux avec le milieu enseignant, là il faut quand même qu'ils se rendent compte. Enfin, moi je pense comme Pablo que les gens pensent que l'affaire est pliée parce que historiquement, ça ne paraît pas possible et les gens, mais il ne fait pas une bonne campagne. Il fait une campagne de premier tour au second tour, mais il ne réglera pas, pour l'instant, il ne va pas régler, il n'a pas réglé tous les problèmes que posait son entrée en campagne avec un projet qui est rejeté, tout simplement. Je pense qu'il n'aura pas de légitimité, mais on en parlera après. Moi, je pense que s'il est élu, là, il va avoir un gros problème de légitimité. Ouais. Bah, moi, j'aimerais revenir justement sur… il y a Clément Gros, qui est notre journaliste stagiaire, qui a fait un article sur… il est allé dans un quartier à Bobigny et il a recueilli les paroles d'habitants et d'habitantes, notamment de jeunes. Et il y a une phrase qui a été dite, et c'est comme ça qu'on a titré l'article, c'est « De toute façon, moi, au premier tour, je voterai pour le moins menteur des menteurs. » En gros, pour le moins pire des menteurs. Non, c'était au premier. C'était avant le premier. Et là, le problème, c'est qu'on est en train de reproduire ça. C'est-à-dire, moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, en vrai, il nous a promis la révolution. C'était même le titre de son bouquin en 2017. Résultat, bon, il s'est quand même pas passé grand-chose. Et les choses qui se sont passées sont loin d'être hyper enthousiasmantes. Et là, effectivement, on a l'impression qu'il continue de nous empapaouter, quoi. C'est-à-dire qu'il nous dit, comme tu l'as très bien dit, Catherine, il nous dit à chaque fois, genre, bon, bah, on va tout refaire, finalement, tout peut changer. Mais la Convention citoyenne prend tout, sans filtre, et blablabla. Voilà. Et donc, faire un grand débat et ça se termine par un soliloque. Ça va pas, quoi. Voilà, on a vraiment l'impression, en fait, que là, c'est la période des soldes. C'est-à-dire que il brade tout. Hein. Enfin, genre, si vous avez envie de demander un truc, c'est le moment. Allez demander à Emmanuel Macron. Là, il est ready, quoi, pour récupérer toutes les propositions. Il prend tout. Mais après, le problème, c'est qu'il ne donne aucune, comme tu l'as dit, Catherine, on n'a aucune assurance qu'en fait, c'est vraiment ce qu'il va faire pendant 5 ans. Et même, c'est ça le pire, c'est qu'on connaît en fait le sous-texte maintenant d'Emmanuel Macron, puisqu'on l'a pratiqué, on en a eu l'expérience pendant 5 ans. Et le sous-texte, c'est le néolibéralisme, on aide les entreprises, on supprime l'ISF, on supprime les APL, etc. Et donc, nécessairement, lorsqu'on essaye de lire l'Emmanuel Macron qui est en campagne dans l'entre-deux-tours, on se dit, OK, il nous promet monts et merveilles sur l'écologie, sur le social, sur le machin, sur la façon dont on envisage la démocratie, alors qu'en fait, il va continuer, comme la fois dernière, à nous vendre un projet néolibéral qui a des grandes entreprises et qui supprime l'ISF. Donc, c'est vrai que là, il y a un hiatus très grand. Alors, après, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la stratégie unique, enfin, pour moi, la seule stratégie dont il pourrait user, c'est la diabolisation du Rassemblement national. Et je trouve, sincèrement, la majorité ou tous les marcheurs
c'est pas leur stratégie. Hein. Enfin, sous prétexte de respecter la démocratie et de dire bon bah quand même elle est au second tour, c'est une force importante dans le pays. Moi je trouve qu'ils sont très très peu en fait à rappeler vraiment le projet raciste que c'est. Parce que je crains qu'ils ne puissent rien faire d'autre. En fait, c'est-à-dire que oui, je ne vois pas comment ils pourraient dire oui, autre chose que Oui. diaboliser Marine Le Pen. Ça sert Ben, à moi, je rien de pense faire à campagne sur son projet. Moi, je crois que, enfin, on en a déjà parlé. Hein. Moi, je pense que ça, la diabolisation de Marine Le Pen, ça mobilisera pas suffisamment. Je veux dire, c'est pour ça que je pense que là, ça va pas se kiffer parce qu'il faut qu'il donne des gages plus solides. Et pour l'instant, ce ne sont que paroles, comme dirait Pierre. Pierre. Ouais, pour l'instant, ça reste quand même à l'état de blabla, quoi. Et par contre, ce que je trouve ce qui est quand même un peu chiant, même pour nous, parce que nous trois, on est décidés à voter Macron, donc on est tout à fait déterminés à ne pas, à tout faire pour que Marine Le Pen ne soit pas élue, parce qu'on est convaincus qu'il y a un risque qu'elle soit élue. Donc, ce que je trouve chiant, c'est que quand on se parle entre nous, dans le débrief, on consacre l'essentiel de notre temps à latter Emmanuel Macron. C'est lui qui dit des choses qui accrochent. C'est lui qu'on entend. Elle reste en dessous des radars. C'est-à-dire que l'acrimonie, elle est avec Emmanuel Macron pour son passé, enfin son passif. Elle est parce qu'il dit des choses qui continuent de nous agacer, tandis que elle, c'est wouh, on n'entend rien. Donc du coup, nous-mêmes, on entend. Moi, j'ai eu ma tante au téléphone qui est à Nice cette semaine, qui me disait Marine Le Pen à Valoris, elle a fait un discours un meeting à Valoris dégueulasse sur les immigrés qui fichent le bordel, qui prennent nos droits, nos logements, etc. Mais un truc dégueulasse. Sauf que ça passe pas. C'est pas relié. C'est qu'elle le dit, mais dans la région, tout le monde raconte qu'elle le dit. Mais publiquement, massivement au grand public, c'est pas ça qu'elle raconte. Ce qu'elle raconte, c'est je suis le bulletin de vote utile pour barrer la route à Emmanuel Macron et à sa politique néolibérale. Donc voilà, moi je trouve qu'on a une difficulté qui est la nôtre. Je le dis franchement là pour ceux qui nous écoutent, n'ayez pas de doute sur le fait qu'on est ulcéré par Macron, mais que ce qui nous préoccupe absolument, c'est qu'on reste dans un pays avec un minimum de pouvoir démocratique, qu'on puisse virer les présidents quand ils ne nous vont pas, et qu'il n'y ait pas la violence fasciste dans la rue, quoi. C'est aussi ça qui nous menace. Un dernier mot sur peut-être le grand débat du second tour la semaine prochaine. À travers de tout ce que vous venez de dire, comment vous l'imaginez? Moi, j'avoue que j'ai cette crainte parce que je vois un espèce d'Emmanuel Macron très fébrile. C'est-à-dire que Pablo, il disait qu'il ne va pas assez loin sur la diabolisation. Moi, je trouve qu'il prend de très mauvais arguments. Il ne s'agit pas de dire juste Marine Le Pen, c'est extrême droite pour trouver des moyens de convaincre l'électorat de ne pas voter pour Marine Le Pen. Donc j'ai peur de cette confrontation qui soit à l'inverse de 2017. C'est-à-dire que Macron était très sûr de lui, elle était totalement larguée. Et là, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir un effet inverse où elle est quand même très sûre, très prête à la fonction présidentielle, très apaisée dans son ton, dans la parole qu'elle prend. Et lui, je le trouve vraiment fébrile dans la manière de s'exprimer. Et ça s'est un peu senti hier encore d'ailleurs dans ce meeting de Marseille. Moi, je pense que de toute façon, tout débat de l'entre-deux-tours présidentiel est une prise de risque. D'abord parce qu'il y a énormément de gens qui vont le regarder et que même ceux qui ne le regarderont pas en auront vent dans les jours qui suivent. C'est mercredi soir pour ceux qui veulent savoir quand c'est. Après, moi, juste revenir sur voilà, tout le monde le saura, je pense. Revenir sur le débat de 2017 parce que moi je trouve qu'on en fait une analyse un peu partielle, c'est-à-dire que on dit oui elle a raté etc, elle était démunie, enfin ça c'est, mais il faut pas oublier moi je pense que c'est notre point de vue de gauche et genre de gens un peu raisonnés, cortiqués politiquement, tu vois, on se dit genre elle a raconté n'importe quoi, elle était là à faire des gestes, elle a été perdue. Moi il faut pas oublier que entre le premier et le deuxième tour, Marine Le Pen en 2017 gagne 3 millions de voix, c'est-à-dire elle gagne plus que les strictes réserves de Nicolas Dupont-Aignan, et c'est-à-dire qu'elle récupère en partie une petite partie de l'électorat de François Fillon. C'est-à-dire qu'il y a des gens, alors c'est peut-être pas le débat de l'entre-deux tours qui lui a permis ce gain de voix, mais je veux dire,
quand on regarde Donald Trump, par exemple, on dirait un gogol qui s'exprime, on ne comprend rien à ce qu'il dit, il raconte tout ce qui lui passe par la tête, et pourtant, ce type a gagné l'élection présidentielle, alors même que tous les gens, les journalistes ou les commentateurs, lorsqu'ils regardaient, ou les démocrates, c'est-à-dire le camp adverse, lorsqu'ils regardaient ses discours, disaient non, mais c'est pas possible, un type comme ça ne peut pas être président des États-Unis d'Amérique. Alors pourtant, il a réussi. Donc, je pense qu'il faut faire attention avec les grilles de lecture avec lesquelles on analyse à la fois les discours et à la fois les débats de l'extrême droite, qui est un champ qui nous est quand même très étranger. Ensuite, effectivement, Pierre a raison. Je pense qu'elle s'est très préparée en fait à ce débat, et ce depuis très longtemps. On le voit d'ailleurs, tous ces lieutenants là qui passent leur temps dans les médias, et même elle, pendant le premier tour de la campagne, ils sont quand même impressionnants de précision et de travail. Jordan Bardella, face à Gérald Darmanin, il était carré sur tous les sujets, notamment sur le sujet de la retraite. La conclusion pour toi, Catherine? Moi, ce que je pense, c'est qu'en 2017, elle avait pensé pouvoir être sur une vague dégagiste populiste. Tout le monde a dit qu'elle s'était plantée. Moi, je pense qu'elle avait une stratégie qui en effet ressemblait à la stratégie d'extrême droite qui avait réussi dans le reste du monde. Donc quand elle est arrivée avec ses gestes et puis son impréparation, finalement elle pensait être sur ce registre-là. C'est pas juste, elle a expliqué qu'elle était fatiguée, bon d'accord, elle était probablement fatiguée, mais elle était arrivée dans cet état d'esprit. Mais ça s'est traduit très concrètement, Pablo, par le fait qu'elle a chuté dans les sondages, elle a perdu 6% dans les jours qui ont suivi. Donc, dans les 3 jours qui ont suivi, elle perd 6%. Elle devait être à 40, elle passe à 34. Donc, quand même, ça n'a c'est pas dans marché. Les sondages. Oui, mais moi, je pense que ça a à voir avec la chute de Zemmour. Zemmour, tu sais, il a commencé sa campagne en étant hyper idéologue et en disant « je m'en fiche de l'économie, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin de répondre sur tout ça, moi je donne le cap, etc. » Ce que je pense, c'est que d'abord, je pense qu'il a à la fois assez largement raison qu'on attend un discours qui donne un horizon et un cap, mais on attend quand même quelqu'un qui soit capable de diriger, d'autant que dans ce régime présidentiel, le président de la République en France, il a vraiment du poids sur des tas de sujets. Donc, je pense que Zemmour s'est trompé en pensant qu'il pouvait survoler les dossiers, et elle s'était trompée en 2017 en pensant qu'elle pouvait juste jouer la contre-société, le dénigrement, etc. Et je crois qu'elle ne refera pas ça. En revanche, je pense qu'il ne faut pas qu'Emmanuel Macron puisse imaginer l'enfoncer et l'écraser comme il l'a fait la dernière fois. La dernière fois, il était vraiment il était professoral vis-à-vis d'elle. S'il recommence ça, à mon avis, vu la casserole qui se paye d'être méprisant, ça risque de ne pas être chouette pour lui. Ouais. Allez, bon dimanche à tous. On se retrouve mardi pour les débriefs express. Ça marche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.